bienvenue dans un nouvel épisode du Conscious Woman Podcast. Donc, dans ce podcast, on explore les aspects intérieurs de la réussite professionnelle pour sortir de l'auto-sabotage et de l'auto-harcèlement, trouver sa confiance en soi pour développer sa carrière ou son business d'une manière qui a du sens. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de recevoir Valentine. Je suis super contente qu'elle soit avec nous. Valentine, c'est une entrepreneuse digitale qui est bruxelloise. Elle a créé son premier site à 13 ans. Tu vas me dire si je me trompe, hein. Ton premier blog à 15 ans. Je crois même que c'était un blog sur la série Friends, ce que je trouve juste génial. C'était ça? Ça faisait partie des designs qu'il y a eu parce que je change de design toutes les semaines, donc voilà, pour m'amuser sur Photoshop. C'était un blog qui en fait donnait des tutoriaux sur comment avoir un blog. Donc on Excellent. était déjà un peu sur la même chose Donc, qu'aujourd'hui. à 15 ans, t'enseignais aux gens comment faire un blog. Et donc, aujourd'hui, ton site et ton activité, ça s'appelle jevisdemapassion.com. Et donc, ton métier, c'est d'aider les entrepreneurs, en fait, à créer et vendre des produits digitaux rentables. Tu as été ambassadrice du statut d'indépendant en Belgique. Tu as gagné en 2019 le prix Digital Women Awards qui était décerné par Facebook Belgium et la ville de Bruxelles. Donc voilà, tu es un petit peu une figure du digital, je trouve, pour les femmes à Bruxelles. Et je trouvais ça super intéressant de t'interviewer, notamment parce qu'au-delà de ton expertise, ton parcours et tes réussites, je trouve que ce qui est intéressant pour te suivre depuis quelque temps sur les réseaux, etc., c'est que pour le coup, ce qui marche chez toi, c'est une confiance en toi, une authenticité, une facilité à t'exprimer en fait, à travers les réseaux, à travers tout ce que tu fais, qui est vraiment intéressante parce que je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup de femmes qui avons envie de nous exprimer et de nous lancer, eh ben, on se rend compte que c'est pas si naturel et pas si facile, quoi. Donc, j'espère qu'à travers cet entretien, eh ben, on va pouvoir un peu découvrir comment toi, est-ce que tu as trouvé ta voie avec un X dans ce métier-là, quoi, finalement. Donc, pour commencer, je voudrais revenir peut-être justement sur ton background et sur la manière dont tu as commencé en tant qu'indépendante. Je crois que tu viens d'une famille d'indépendants, donc peut-être que, je ne sais pas si pour toi c'était facile de prendre cette décision de te mettre à ton compte, mais est-ce que tu peux nous dire, mais voilà, comment est-ce que tu as décidé de te mettre à ton compte? Est-ce que tu avais des craintes, des peurs et comment est-ce que tu les as finalement dépassées, quoi? Oui, oui, oui. Alors, comment est-ce que je me suis lancée comme indépendante? C'était il y a presque 5 ans, dans 10 ans jour pour jour. Ça fera 5 ans que j'ai mon numéro de TVA. Et en fait, j'avais fait ça complètement au feeling. En fait, ça me plaisait pas du tout le monde du travail. Tu vois, moi, j'ai toujours été très très bonne élève. Les profs se sont jamais inquiétés par rapport à mon avenir professionnel. Je savais que je voulais avoir quand même, enfin, que ma carrière entre guillemets avait une place importante dans ma vie et aurait une place importante dans ma vie. Et donc, très naturellement, je suis rentrée dans le chemin du salariat. Alors oui, je viens d'une famille d'indépendants et d'entrepreneurs, mais on m'a absolument jamais poussée dans cette voie. D'ailleurs, mon papa, lui, est même un gros stressé au niveau des finances et je sais qu'il panique à fond de savoir que, on en parlera certainement après, hein, la sécurité financière, mais voilà, je n'ai jamais été poussée dans cette voie. Et en fait, mon premier travail, pourtant, j'adorais ce que je faisais. Je travaillais pour une marque de prêt-à-porter et je m'occupais du digital, du design, donc je faisais exactement tout ce que j'aimais. Mais pourtant, ça n'allait pas du tout. J'ai fini en burn-out. Et mon deuxième travail, là, c'est l'ennui qui était là et qui devenait vraiment très, très problématique. Et en fait, ces deux travails-là, à chaque fois, j'ai démissionné. Vraiment sur un coup de tête, enfin pas tellement sur un coup de tête, mais en mode ok, j'en peux plus, soit tu tombes malade et je ne sors pas de mon lit pendant 6 mois, soit on passe à autre chose. Et donc j'ai toujours eu un petit peu ce côté bon allez ça va, je m'en vais. C'était donc voilà. Et en fait le deuxième job, c'était vraiment dans une très chouette start-up. Et je me suis dit, si je me plais pas là, je me plairai nulle part, quoi. À partir du moment où on est dans une entreprise, où c'est sympa, où c'est chill, on peut arriver à 10 heures le matin si on veut et repartir un peu quand on veut. Il y a des apéros. Je me souviens, le CEO nous a invités une fois par an chez lui dans son jardin à faire un barbecue. Enfin, c'est quand même vachement cool comme atmosphère de travail. Et je me suis dit, si là, ça va pas, si là, je me plais pas, je me plairai nulle part. Et donc voilà. Ok, donc tu t'es lancé, tu dis en franco, quoi, un peu sur un coup de tête, oui et non, c'est-à-dire que tu étais convaincu que maintenant c'était ça qu'il te fallait. Euh,
Comment est-ce que sur le moment, et en effet, on y reviendra parce que je pense que certainement de l'expérience et ton parcours, ça a dû évoluer, ton rapport à tout ce qui est insécurité financière, mais à ce moment-là, au moment précis où tu as fait le saut, qu'est-ce qui t'a aidé à justement à dépasser ces peurs de l'insécurité financière? Et en plus, c'est intéressant d'entendre que c'était pas forcément du côté familial qu'on te disait, vas-y, ça va aller, quoi. Donc, c'est pas évident. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est le cas. Oui. Ben, alors, tout d'abord, je savais que si besoin, je retrouverais du travail. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, si on a besoin d'argent pour payer ses factures, du boulot, il y en a. Même si c'est pas forcément un truc que j'aurais adoré, mais il y a plein de choses. Je veux dire, bon, maintenant, l'Horeca est fermé à Bruxelles, mais je savais très bien que j'allais déposer mon CV dans tous les bars, les cafés. J'aurais trouvé de quoi subvenir à mes besoins. Donc voilà, peut-être pas ce que j'aurais aimé, mais concrètement, je le savais. Bon, voilà, je savais aussi que ma famille allait pas me laisser mourir de faim non plus, me laisser sous un pont. Enfin, voilà, on a quand même toujours au final des ressources. Donc, voilà, bon, après, il y avait un côté fierté où forcément, je n'avais pas envie de faire autre chose. J'avais pas envie d'aller mendier chez papy et maman parce que ça n'allait pas. Moi, concrètement, quand j'ai démissionné, donc c'était au mois de septembre, donc je me suis arrêtée mi-octobre. Et en fait, à ce moment-là, comme je me suis arrêtée, j'ai eu tous mes congés pour lesquels j'avais cotisé qui ont été payés. J'ai reçu mon 13e mois, enfin voilà, il y a eu pas mal de choses. Donc j'ai eu une petite enveloppe de départ, mais c'était pas grand-chose, hein, c'est 3 000 – 4 000 euros. Mais au final, ça m'a permis déjà de me dire, ok, si je réduis à fond mes frais, bon, en plus c'était l'hiver, donc on sort moins. Voilà, je me disais peut-être qu'il y a des restaurants, j'irai pas. Enfin voilà. Pas de shopping. Ben voilà, je savais que je pouvais tenir 3 mois sans rentrer. Et voilà, et au final, les choses se sont mises assez bien. Et donc, très vite, j'ai eu des premiers clients, les factures sont rentrées et voilà. Donc, Génial. Donc oui, justement, si je ne me trompe pas, quand tu t'es mise à ton compte, pour le coup, tu t'es mis en freelance comme consultante digitale, en fait, c'est ça? oui. Ouais. Alors, en fait, je savais pas du tout vers quoi j'allais m'orienter, mais je savais faire plein de choses différentes. Donc, je savais faire des sites internet, je savais faire du graphisme, je savais faire de la communication digitale. Et je me suis dit, on verra bien ce qui prendra. Donc, au début, j'ai un peu proposé tout. Mes premières collaborations, ça a été des sites internet. Mhm. Que pour le coup, j'avais facturé 500 euros, donc vraiment le truc pas du tout rentable. Mais voilà, ça m'a fait des premiers, ça m'a fait des premiers clients. Et ensuite, donc ça, c'était la période novembre-décembre, janvier. Et en fait, dès février-mars, là, il y a eu un boom du community management. Là, j'ai eu du bol au niveau du timing. C'est à ce moment-là que vraiment pas mal de PME ou même d'indépendants qui étaient déjà lancés, qui avaient une activité qui fonctionnait, cherchaient des personnes pour les aider au niveau des réseaux sociaux, parce que les gens se rendaient compte vraiment il y a 5 ans, ok, il faut être sur Facebook, il faut être sur LinkedIn. Et donc, j'ai trouvé assez rapidement des clients là-dedans. Et l'avantage, c'est que c'est mensuel. On était sur des contrats de plusieurs mois. Et donc, du coup, ça m'a fait une stabilité financière. Et donc, très rapidement, je savais que j'allais facturer tous les mois. J'avais minimum 2500 euros de community management en facturation. Donc, forcément, ben, quand on débute, quand on n'a pas encore énormément de charges, c'est largement suffisant pour pouvoir se payer un salaire et pouvoir vivre. Et donc, voilà, j'avais ces clients-là. Et à côté, ben, j'ai commencé à développer les formations en ligne vu que j'avais le temps de le faire. Ok, intéressant. Et justement, il y a un des podcasts, je pense que tu as fait, ou je sais plus où est-ce que je t'ai entendu dire ça, mais je t'ai entendu dire qu'en fait, tu n'as jamais eu de mal à trouver des clients. Et ça, Totalement. je me dis, ça, faut creuser, parce que je pense que s'il y a un stress et en effet un challenge pour les femmes et pour les hommes aussi, d'ailleurs, qui se mettent à leur compte, c'est bien ça. Du coup, alors j'entends quand tu dis, voilà, j'ai eu de la chance sur le timing, etc. Mais je pense qu'il y a certainement autre chose aussi. Concrètement, comment tu t'y es prise pour trouver tes clients et qu'est-ce qui fait, à ton avis, que tu n'as pas eu de mal à jamais trouver des clients? Visibilité sur le web. En fait, tu sais, c'est très drôle, mais ça, souvent, je le raconte au début de mes webinars. Donc, du coup, quand je me suis lancée, je me souviens, mon père me disait tout le temps, m'appelait tous les jours. Alors, tu as appelé des entreprises? Est-ce que ça, tu as prospecté? Mais j'étais là, mais non, je vais pas faire ça. Il me souvient, il m'engueulait. Il m'avait même dit, écoute, si tu as des difficultés pour payer, je te paye ton abonnement de téléphone, comme ça tu trouves des premiers clients. J'étais là, non, t'inquiète pas, ça va, je peux payer mon téléphone, je peux appeler les gens, c'est juste que je n'ai pas envie de le faire. Et donc, j'avais commencé à faire ma page Facebook. En fait, au début, quand je me suis lancée, c'était en mode agence.
Donc, j'avais le site de la fausse agence où je travaillais toute seule de chez moi. Et il y avait dessus une partie blog. Et donc, je partageais des articles là-dessus. Et au tout début, je ciblais vraiment encore tout ce qui était marque de vêtements et lifestyle. Et donc, je donnais des conseils en communication digitale par rapport à pour les marques de oui, c'est ça, de marques de vêtements, lifestyle et tout. Et d'ailleurs, j'ai un article qui m'a amené une collaboration de 6 mois avec une une agence de marketing d'influence. En fait, ils sont tombés sur un de mes articles en faisant des recherches sur Google. Ils ont été regardés à propos. Ils ont dit ah, mais génial, elle est à Bruxelles comme nous. Ils m'ont contacté. Moi, je savais pas trop ce qu'ils me voulaient. Je pensais qu'on allait, je sais pas, discuter, boire un café. Puis ils m'ont dit écoute, on a besoin de toi. Est-ce que tu peux travailler avec nous pendant 6 mois, 2 jours semaine? Bon ben oui, d'office quoi. Donc voilà, c'est vraiment cette visibilité. Surtout qu'il y a 5 ans, ben, tout le monde n'avait pas encore une page Facebook, tout le monde n'avait pas encore un blog, on donne des conseils, tout le monde ne faisait pas encore des vidéos, des podcasts. Enfin, voilà, on était vraiment encore au début du marketing de contenu au niveau francophone. Et donc, ça se partageait assez bien. Je pense que les gens trouvaient rigolo de me voir aux vidéos, donner mes petits conseils sur comment utiliser Facebook. Et donc, voilà, bouche à oreille. C'est vraiment ma page Facebook qui m'a amené mes premiers clients. Et voilà. Intéressant. Pour le coup, du coup, tu es vraiment la preuve vivante, ambulante que visibilité sur les réseaux, c'est vraiment un truc important, quoi. Maintenant, comme tu dis, il y a 5 ans, c'était encore pas mal le début. Quelqu'un qui démarrerait aujourd'hui avec cette problématique de trouver ses premiers clients, etc. Est-ce que, enfin, c'est pas aussi facile peut-être d'être tout de suite visible sur les réseaux? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil pour le coup aux entrepreneurs qui te posent cette question-là? Alors, se positionner un maximum. D'ailleurs, moi, je viens de le refaire, mais c'est clair que si maintenant, je vais moi recommencer à zéro aujourd'hui en disant coucou, je m'appelle Valentine et je sais faire un peu de tout pour tout le monde, faut que vraiment ça ne fonctionnerait pas. Il faut vraiment bien affiner sa cible et son positionnement. Voilà, donc par exemple, une freelance qui fait des sites internet. Voilà, quel type de site internet pour quel type de client? Est-ce qu'on fait des sites internet pour des prestataires de services qui cherchent à augmenter leur liste d'adresse email? Est-ce qu'on fait des e-shops pour les créateurs? Est-ce qu'on fait… Voilà, il y a plein de choses différentes et donc vraiment, et on tape tout le temps sur le clou par rapport à son sujet pour vraiment se positionner comme leader d'opinion par rapport à cela. Souvent, ça fait très peur parce qu'on a peur de perdre de la clientèle potentielle, mais au plus on se positionne, au plus c'est facile et au plus on s'amuse, quoi. D'ailleurs, là, maintenant, je me suis vraiment bien repositionnée dans ce que je préférais faire au final, qui est la création d'offres digitales. Et le client cible, c'est vraiment le freelance qui a déjà une activité depuis quelques années, qui se rend compte qu'il a envie de lancer son propre business en ligne, qui a peut-être pas envie d'être tout le temps dans l'opérationnel avec des clients l'un après l'autre. Et voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de très, très précis au final et qui me démarque des personnes qui vont communiquer, OK, lance ta formation en ligne et ça va un peu, on s'adresse un peu à tout type de personnes. Ok, génial. Alors, je voudrais qu'on passe maintenant plus sur la dimension intérieure, la dimension du mindset. Dans un de tes tout récents épisodes de podcast, qui était d'ailleurs super chouette, où tu as vraiment délabyrinthe et révélé à ton audience comment tu avais rattrapé le lancement de ton dernier programme et très bien rattrapé. Mais donc, tu disais que le mindset, tu te rendais compte que c'était de plus en plus important, qu'avec le temps, tu te rendais compte que c'était vraiment de plus en plus important et que tu pensais être amené à en parler de plus en plus dans tes podcasts. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je me demande, mais qu'est-ce que tu as réalisé par rapport à ça que peut-être tu ne mesurais pas il y a encore quelques années sur l'importance de ce mindset-là? En fait, le business, moi, je pense qu'une fois que tu es arrivé à un certain stade, il n'y a plus besoin d'apprendre des nouvelles stratégies. Et là, concrètement, alors, j'ai encore plein de choses à apprendre, bien sûr, mais ça va. Je sais comment créer un produit, je sais comment le vendre. Qu'est-ce qui fait maintenant la différence entre un lancement à 5 000, 20 000 ou 100 000 euros? Ça se passe dans la tête. Enfin, déjà, je pense que c'est l'énergie qu'on met dedans, totalement l'énergie qu'on dégage. Mais je pense que c'est également dans sa tête. Si on se dit c'est pas possible de faire autant, ça va pas fonctionner. Alors que sur le web, il y a des opportunités de fou. C'est limite presque indécent quand on voit la facilité qu'au final on peut avoir à générer un chiffre d'affaires actuellement. Enfin, c'est un pouvoir de fou. C'est une opportunité dingue qu'on a à notre époque. Voilà, on a une chance incroyable. Moi, je me dis. La joie, j'ai des amis qui bossent dans l'ORECA, ils sont au chômage technique depuis hier à Bruxelles. Et moi, j'ai le luxe de travailler de chez moi, à faire ce que j'aime, et c'est facile. Enfin, donc voilà, et donc on a vraiment cette chance, mais il faut accepter cette chance. Et c'est vrai que c'est
Ouais, on se dit tellement que c'est pas possible que je pense qu'il y a des blocages. Il faut se dire, ben non, c'est possible et oui, on le mérite. Hmm, génial. Et du coup, ça me donne envie de passer directement sur les questions reliées au mindset sur l'argent en particulier. Mhm. Euh, le rapport à l'argent, c'est clair, comme tu dis, il y a beaucoup de blocages qu'on peut avoir et surtout quand on devient entrepreneur alors qu'on n'a pas été formaté pour ça concrètement par l'école et puis quand on est passé par l'entreprise. Euh, En particulier, moi, il y a une problématique qui m'interpelle beaucoup et que je trouve vachement importante et de laquelle peut-être on parle pas énormément parce que peut-être on a honte ou peur ou etc. C'est ce que les Américains appellent le under-earning, le Mhm. phénomène under-earning, donc qui touche beaucoup les femmes et qui consiste à gagner moins que ce qu'on a besoin ou moins que ce qu'on voudrait gagner. Et chez les indépendantes, je pense que, mais d'ailleurs chez les salariés aussi, dont on sait qu'elles demandent moins à l'embauche, etc., au niveau salaire. Mais chez les indépendantes aussi, il y a vraiment ce phénomène-là, c'est-à-dire je fais des petits sites web, je fais des petits coachings, je fais des machins, et tant que j'ai juste assez pour payer mes factures, ben finalement, ça va. Euh, Qu'est-ce que tu as découvert, toi, et qu'est-ce que tu as explosé en termes de croyances intérieures? Tu en parlais un petit peu là, mais comment est-ce qu'on peut vraiment se libérer de cette espèce de tendance finalement à jouer petit, à se dire que non, bah, j'ai pas besoin de plus ou je peux pas vraiment avoir plus, quoi. C'est une très bonne question. Très très bonne question. Qu'est-ce qui a fait? En fait, je sais pas trop. Ce qui est certain, c'est que effectivement des blocages, il y en a énormément. Comment ça se fait que ces blocages, je les ai moins? Ça, je pourrais pas te dire. Mais je pense qu'en fait, j'ai pas peur de l'argent. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas un mot. Déjà, je suis scorpion. Souvent, on dit que les scorpions sont proches de leur argent. Mais c'est pas un truc qui me fait. En fait, si au tout début, honnêtement, je stressais parce qu'aussi, j'avais. Ben, je me retrouvais, tu sais, il y a des moments où quand tu dois payer ta TVA et que tu n'as pas mis assez de côté et tu attends trois grosses factures en attente et chez le client, ça n'arrive pas. Ils disent oui, oui, c'est chez le comptable, ça va arriver parce que parfois les factures, il faut 3 mois pour qu'elles soient payées. Et c'est toujours au moment où les grosses factures n'arrivent pas qu'on a les frais. Et donc, je me retrouvais à des moments de stress à me dire, oh, je vais me retrouver avec 0 € sur le compte professionnel alors que je faisais parfois 10 000 € par mois en tant que freelance. Et j'étais là, c'est pas possible. Et ici, avec le business en ligne, je suis sur un modèle qui est complètement différent. Avec les gros lancements, j'ai des grosses rentrées, mais surtout, il y a les mensualités. Et l'avantage, c'est que c'est pas fait manuellement. Les personnes payent avec leur carte de crédit ou PayPal et c'est débité automatiquement. Alors bon, il y a toujours des personnes chez qui ça passe plus, machin et tout. Faut faire des petits rappels parce que les cartes expirent. Enfin voilà, ça fait partie du jeu. Mais globalement, il y a cette sécurité qui est là et surtout, il y a ce pouvoir que si on a besoin de faire rentrer du cash, parce que pour plein de raisons, ben, en fait, on relance une action. Là, par exemple, j'ai relancé mon membership. Voilà, je verrai un petit peu comment ça se passe. Mais un de mes projets en novembre, c'est de faire des masterclass payantes de 2-3 heures sur certains sujets. Donc, pas une grosse formation. Et je verrai si je suis en forme pour le faire, parce que l'année a été longue. Voilà, si je me dis, OK, j'ai pas envie de le faire, c'est pas nécessaire, on le fera pas. Si j'ai envie de le faire pour m'amuser, je le ferai. Et si nécessaire, au niveau cash, je vais faire en sorte qu'il y ait suffisamment qui rentre. Et donc, on a ce pouvoir un petit peu au niveau financier. Enfin, moi, je suis beaucoup plus en sécurité depuis le mois de janvier, hein, depuis que depuis que j'ai mon propre business à moi et que je gère tout de A à Z. Et j'ai pas de clients prestataires. Enfin, je suis pas prestataire pour d'autres personnes. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Et après, honnêtement, maintenant, je le vois. Alors, pour certaines personnes, ça va peut-être paraître un peu indécent, mais pour moi, c'est vraiment comme un jeu. Enfin, tu vois, comme quand tu joues au Monopoly et que c'est chouette d'avoir toutes les maisons et toutes les gares. Voilà. Et c'est un peu pareil. C'est un peu jusqu'où je peux aller. Tu vois, j'ai fait OK, le premier lancement à 10 000, puis le premier lancement à 20 000, jusqu'où on peut aller et se dire c'est possible. Et surtout, moi, j'aime montrer que c'est possible pour que d'autres aient envie de le faire. Génial. Il y a Oui, ça ouais, aussi. ouais. Ça, une amie m'a demandé la semaine dernière, elle me disait, mais pourquoi est-ce que tu veux autant faire péter des scores aussi énormes? Au bout d'un moment, on ne peut pas plus remplir son frigo, on ne peut pas plus faire de shopping. Enfin voilà, au bout d'un moment, c'est pas nécessaire non plus pour être heureux. Et j'étais là, mais c'est pour montrer que c'est possible. On peut totalement se dégager un revenu en faisant quelque chose qu'on aime de sa maison. Enfin voilà, il y a surtout cette envie de montrer que c'est possible et donc forcément, ben, on a envie d'explorer. Et voilà. Et une chose importante par rapport au business, c'est que j'ai jamais eu peur d'investir.
J'ai Ah, jamais eu peur de même au dépenser. début, quand tu n'avais pas beaucoup de trésor et de… Non, j'ai méga vite investi dans des formations. La toute première formation que j'ai achetée, c'était celle de Melissa Griffin, qui est un de mes mentors, qui était justement sur comment transformer son blog en business en ligne en vendant des formations en ligne. Et c'était une formation à 1 000 euros. Enfin, elle est toujours à 997 dollars. Et donc voilà, je pense que j'avais pris le paiement en 10 mensualités. Donc effectivement, tous les mois, ça me paraissait énorme d'avoir ces 97 dollars qui sortaient de ma carte de crédit. J'étais là, ouh. Mais en même temps, tout ce que j'ai appris, j'ai lancé ma première formation en ligne avec ça. Et voilà quoi. Et donc ça, j'ai absolument pas peur. Là, pour la nouvelle version de Prêt-à-Poster, mon membership, j'ai investi dans un très chouette template. Il m'a coûté 1 000 euros. J'étais là, ok. Mais je dis, c'est pas grave. Je veux un truc canon. Ça me fait gagner du temps. De toute façon, j'ai pas le temps de le designer moi-même. Et donc, au final, j'ai fait ça en une journée. Et là, les ventes ont commencé ce matin. Le template, il est déjà rentabilisé. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir… Enfin, voilà, j'ai jamais eu cette peur d'investir vraiment, de sortir de l'argent pour en faire gagner plus. Mhm. Oui, c'est génial parce que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que en fait ton rapport à l'argent n'est pas du tout lourd et pas du tout empreint de la peur, c'est lourd, ça plombe comme ça. Et quand tu parles du jeu et quand tu parles de pas avoir peur d'investir, ça veut dire pas avoir peur de le lâcher non plus l'argent. Que c'est pas avoir peur de le gagner, mais pas avoir peur de le lâcher non plus quoi. Et puis l'évolution de ton business model, qui est intéressante aussi dans ce que ça t'a apporté comme liberté par rapport à ça quoi. Du Mhm. coup, je voudrais faire le lien ici avec la notion de confiance en soi, parce que ça, on entend ça quand même beaucoup à travers tes réponses là. C'est qu'il y a une forme de confiance que tu as et qui fait que quand tu dis, bah, je me dis, bah, si de toute façon j'ai besoin de plus d'argent, bah, je vais lancer une nouvelle action. Cette espèce de confiance là. Moi, le constat que je fais, c'est que, ben, c'est pas, je suis pas la seule à le faire, et énormément chez les femmes. Beaucoup de femmes disent manquer de confiance en elles. Je sais, j'ai pas confiance en moi et c'est pour ça que, etc. Et c'est ça qui nous empêche en fait, principalement, de prendre vraiment sa place, de s'exprimer, etc. Est-ce que toi, tu vois une évolution dans ta confiance en toi, dans ta capacité à sortir de cette espèce de doute Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est bah, il y a deux choses. Il y a j'ai peur de pas gagner assez d'argent ou je sais pas comment gagner l'argent et où j'ai peur de pas trouver des clients et aussi je sais pas ce que je veux faire ou je sais pas ce que je veux faire exactement. Voilà, comment est-ce que toi, tu as évolué là-dedans? Est-ce qu'il y a des moments où tu as ton syndrome de l'imposteur qui ressort et comment est-ce que tu gères ces éventuels allers-retours mentaux, tu vois, ah non, en fait, je sais pas du tout ce que je fais. Oui, alors je te rassure, au niveau confiance, il y a ce qu'on voit. Quand je fais les podcasts, je vais pas commencer à enregistrer un podcast quand je suis au bout de ma vie. Donc voilà, il y a tous les moments quand je fais une story sur Instagram et que je suis en mode hyper énergie et tout. C'est parce que je suis bien à ce moment-là. Les moments de doute, en général, on les montre pas, mais on en a tous. Moi, au niveau de la confiance, alors, et en moi, au niveau personnel, elle a énormément évolué depuis que je suis indépendante. J'avais pas du tout confiance en moi. D'ailleurs, quand j'allais postuler pour un emploi, mais j'étais incapable de valoriser mes compétences. J'ai toujours eu des salaires, mais vraiment bas, bas, bas. Ça, j'en ai pas parlé, mais au niveau confiance financière, en fait, franchement, j'avais un salaire tellement bas que j'avais rien à perdre, quoi. J'avais rien, j'avais pas de voiture, j'avais pas de téléphone de société. Enfin, voilà, concrètement, j'aurais plus gagné en bossant dans un bar. Donc, c'est pour ça que j'étais pas très inquiète non plus parce que mon salaire était tellement bas que j'avais rien à perdre à ce niveau-là. Mais donc voilà, donc la confiance, elle a réellement pris. D'ailleurs, même mes amis le disent, c'est le jour et la nuit depuis que tu es indépendante, quoi. Parce que même en soirée, quand j'arrivais, j'étais très timide. Voilà, s'il y avait beaucoup de personnes que je connaissais pas, j'osais pas trop aller parler. Alors que maintenant, c'est complètement différent. Donc voilà, c'est peut-être aussi avec l'âge. Voilà, forcément, je me suis lancée, j'avais 26 ans, encore un peu jeune à 26 ans. Là, je vais en avoir 32 dans un mois. Voilà, forcément, il y a une évolution également à ce niveau-là. Mais c'est vraiment, ouais, moi, c'est vraiment au final le fait de m'épanouir professionnellement qui m'a donné confiance. Mais au début, j'avais pas du tout confiance en ce que je faisais et c'est pour ça que je facturais des sites à 500 euros. Parce que comme j'ai appris beaucoup par moi-même et que je suis autodidacte, comme beaucoup de femmes qui se lancent,
comme indépendante ou comme freelance. Mais pour moi, je voyais pas, enfin voilà, j'avais pas confiance en moi. En plus, j'avais l'air d'accepter des trucs beaucoup trop compliqués pour moi, au lieu de faire les choses simples. Le community management, mais moi, je l'avais pas appris à l'école, mais ça s'apprenait pas à l'école, ça n'existait pas. Donc forcément, j'avais peur de mal faire, alors qu'au final, je faisais déjà très, très bien ce boulot-là il y a 5 ans. Et donc voilà. Et je pense qu'au niveau syndrome de l'imposteur, il sera toujours là. Mais il y a toujours des moments où ça revient. Moi, ce qui m'aide, c'est de voir que les personnes avec qui je bosse ont des résultats et sont contents. Voilà, et pas juste content, j'ai acheté une chouette formation où les slides sont jolis. C'est genre, il y a des résultats, les gens se lancent, les gens vendent leurs produits. Là, j'ai même une personne en 2 semaines, elle a rentabilisé le prix de la formation. Donc ça, c'est mon objectif, donc c'est top. Donc forcément, on se dit, si ça fonctionne pour moi et ça fonctionne pour les autres, c'est qu'il y a quand même une méthodologie qui est un minimum correcte. Et surtout, maintenant, j'ose dire, je ne sais pas. Parce que ça, c'était un truc, je me souviens, parfois, ou même des clients qui parfois me posaient des questions, j'étais là. Parce que ne pas savoir répondre, pour moi, ça me paraissait impensable. Alors, je fais souvent des questions, des live questions-réponses dans mes programmes, et ça m'arrive parfois de pas savoir répondre, ou de devoir réfléchir 2 minutes, ou de dire, écoute, je réfléchis, je reviens à la fin du direct parce que là, j'ai besoin de réfléchir, ou je ne sais plus. Ou alors, quand on me demande un outil, tu connais un outil pour faire ce type de story? Bah, honnêtement, non. Moi, je ne peux pas connaître tous les outils du monde non plus. Donc voilà, mais ça s'apprend au fur et à mesure. Mais au début, franchement, j'étais complètement… non, j'avais pas du tout confiance en ce que je faisais ni en mes compétences. Ok, donc chouette de savoir que, parce qu'en effet, c'est l'impression qu'on peut avoir en te voyant sans te connaître en dehors. Tu vois, en effet, comme tu dis, c'est normal. On va pas montrer, on montre pas les moments où ça va pas. Mais donc, ça arrive, ça t'arrive aussi et ça arrive à tout le monde. Et aujourd'hui, quand tu es prise de doute ou de découragement ou etc. Est-ce que tu as des trucs ou des pratiques préférées où tu sais que quand tu fais ça, ça t'aide? Contacter les copines entrepreneurs qui vont rassurer, dire mais non, t'inquiète pas. Mais en septembre, j'avais eu je sais pas, un gros coup de fatigue. Je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai l'impression que tout ce que je faisais était complètement nul. Enfin, je sais pas, ça n'allait pas. J'ai eu 2, 3 jours comme ça. J'avais pas le moral, j'avais pas envie. J'ai l'impression que rien n'avançait, que tout était nul. Enfin voilà. Et je me souviens que j'ai envoyé un message à une amie qui était, en plus, elle est en plein lancement et qui cartonnait son lancement et qui m'a dit mais t'es complètement folle, arrête de dire ça. Enfin voilà. Donc s'entourer de personnes et qui nous inspirent aussi. Bon, comme ça, j'ai un petit groupe de copines entrepreneurs et franchement, je suis toujours admirative de ce qu'elles font. Et donc, ça rassure énormément quand ces personnes-là disent mais non, c'est super bien ce que tu as fait. Donc voilà, bien s'entourer. Et bien s'entourer, c'est pas la famille qui capte pas ce qu'on fait, c'est pas les amis de l'UNIF qui sont employés, qui comprennent rien à ce qu'on fait. Enfin, voilà, moi, il y a des personnes, je sais que ça sert plus à rien que je leur parle de mon boulot. Ce soir, par exemple, je vais manger chez une amie. Sont toutes employées. Je sais que je vais pas parler de mon business en fait, parce que je sais que ça va pas comprendre. Et si je commence à parler de certaines choses, on comprend pas. Tout le monde pense que je suis multimillionnaire parce que je fais des lancements à 20 000 euros. Enfin voilà. Et donc c'est très compliqué d'expliquer la réalité des choses à des personnes qui ne la comprennent pas, et c'est normal. J'avais une amie justement entrepreneur qui disait souvent, quand on n'a pas organisé un mariage, on ne sait pas ce que c'est d'organiser un mariage. Donc, on ne peut pas se rendre compte avant de l'avoir fait que c'est si compliqué que ça. Et je trouvais que là, c'était une bonne comparaison. Effectivement, si on n'a pas vécu quelque chose, et on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas le comprendre. Donc voilà, il ne faut juste pas en parler et Ouais. trouver des personnes. Et maintenant, l'avantage avec le web, avec Instagram, on peut rencontrer des personnes avec qui se soutenir. Hein. Enfin, moi, je te parlais de l'un de mes amis, on s'est toutes rencontrées sur Instagram. Hein. C'est à force de suivre, d'échanger et tout. Donc voilà. Ah, génial. D'ailleurs, oui, moi j'ai découvert en préparant cet entretien que tu avais aussi une page perso, enfin oui, et donc ça fait longtemps quand même que tu es sur Instagram et que tu as développé une communauté là et tout aussi. Pareil, comme ça a bien changé en quelques années, quelqu'un qui aujourd'hui débute sur les réseaux, tu donnerais quoi comme conseil par rapport à ce que ça aurait pu être il y a 5 ans ou 10 ans de démarrer une page ou voilà, un canal comme ça? Euh,
par rapport à… Mais en fait, il n'y a pas tellement qui a changé. Ça dépend aussi un petit peu ce qu'on veut faire. Mais pour vraiment la cible, le freelance, l'indépendant, c'est vraiment donner des conseils, quoi. Ça, c'est vraiment le truc. Partager de la valeur. C'est vraiment ça. C'est ce que les gens cherchent. Être authentique également. Et voilà. Génial. Pour terminer, juste des petites questions comme ça. Je les pose en pensant aux personnes qui pourraient écouter et le type de questions qu'on se pose souvent. Une personne qui écouterait cet entretien et qui a du mal à se positionner au niveau de ses prix. On parlait tout à l'heure de l'argent, j'ai pas été jusqu'aux questions du pricing. Tu disais quand tu as commencé, tu as fait des sites pas chers, beaucoup moins chers que ce que tu aurais dû les faire probablement. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a du mal à se pricer en début ou milieu d'activité, peu importe où on en est? Oui. Alors déjà, la première chose, c'est savoir combien on doit facturer par mois. C'est déjà un minimum. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas, en fait, qui se rendent pas compte. Donc, en fait, c'est très simple. Il suffit d'imaginer le salaire qu'on veut se verser, suivi de tout ce qu'on a payé comme charge, en sachant qu'il va également avoir les impôts. Enfin voilà, en général, on dit le calcul en Belgique, en général, on dit divisé en deux. Donc, si je veux me verser un salaire de 2 000 euros, il faut que je facture 4 000 euros par mois. Voilà. Donc, partons sur cet exemple du 4 000 euros par mois. OK, super. Qu'est-ce que je fais pour avoir ces 4 000 euros par mois? Comment est-ce que je fais? Si je fais des sites Internet, je sais que je peux faire 2 sites Internet à 2 000 euros. Et bien sûr, on regarde le temps que ça va prendre. Ou on peut faire un site Internet à 4 000 euros. Enfin voilà, c'est plutôt… Moi, je regarde toujours par rapport à ça l'objectif du chiffre d'affaires. Alors, c'est une manière de fonctionner que certains n'aiment pas. Mais moi, c'est celle qui m'aide à avancer parce que comme j'adore ce que je fais, si je ne me mets pas des objectifs, je passe mes journées à faire des podcasts et je ne réfléchis pas à la rentabilité du truc. Donc, il y a quand même un minimum d'objectifs à atteindre à ce niveau-là. Et voilà, après la question du prix, franchement, quand on est comme ça, alors quand on est dans tout ce qui est formation en ligne, on met les prix qu'on veut. Franchement, les formations que je vends, je pourrais les vendre à 27 euros comme je pourrais les vendre à 5 000 euros. Tout dépend de la manière dont on la présente et la manière, également le prix qu'on veut y mettre, le public qu'on veut toucher. Et après, pour les prestataires de services, voilà, c'est regarder quel est le taux horaire minimum qu'on a besoin et lequel on met. Enfin, voilà, et se sentir à l'aise. Moi, je me souviens vraiment sur la fin de mon activité de freelance, je me calquais sur du 100 euros l'heure, qui est le tarif des consultants qui ont plusieurs années d'expérience. Et voilà, et en fait, j'étais à l'aise avec ce prix, mais c'est clair que si on n'est pas à l'aise avec ce prix, on ne va pas réussir à se vendre. Donc, il vaut peut-être mieux mettre 75. À l'inverse, si on se dit qu'on vaut 75 l'heure, entre guillemets, et qu'on vend ça 40 euros l'heure, c'est clair qu'on va attirer des personnes qui ne vont pas nous respecter. Donc voilà, il y a vraiment, à ce niveau-là, au niveau du prix, il faut faire ce que ça vibre pour nous. Et ça, je le fais encore maintenant pour mes formations. C'est vraiment, je me dis, OK, je le mets à quel prix? Non, ça me paraît un peu trop haut. Je ne suis pas sûre de l'assumer. Ça, c'est trop bas. J'offre toutes mes années d'expérience et tous les investissements que j'ai fait hors de question. Et donc, on se met au milieu et voilà. Son alignement, ouais. OK. Autre question, c'est par rapport justement à l'équilibre que tu viens d'évoquer dans cette question entre la production de contenu et faire des podcasts et faire des blogs et faire des stories et faire… pour autant qu'on aime ça, j'entends. Mais il y a aussi des gens qui se disent non, mais je suis obligée parce qu'on dit qu'il faut poster tous les jours et qui n'aiment pas forcément. Donc, bref, comment trouver l'équilibre entre, au point de vue de la gestion de son temps et de son organisation, entre la production de contenu et de valeur gratuite, entre guillemets, et puis le boulot de production? Ah, écoute, c'est une excellente question parce que ça va me permettre de rebondir sur mon actualité. Mais j'en parlais tout à l'heure du membership prêt à poster qui devient complètement un business à part parce qu'en fait, ça n'avait rien à voir dans mes offres de formation en ligne. C'est vraiment
un truc à part. L'idée, c'était vraiment de créer le Netflix pour les indépendants qui n'ont pas le temps de poster, qui ne savent pas quoi poster. Donc, tous les mois, il y a des templates de publication, il y a des photos, bref, tout le contenu pour aller plus vite parce qu'effectivement, ça prend du temps d'être sur les réseaux. Et moi, je déteste que les indépendants perdent du temps sur les réseaux sociaux et sur Instagram principalement. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avoir un business, c'est poster sur Instagram des conseils. C'est pas ça. Ça, c'est communiquer sur une activité. Mais très souvent, il n'y a pas d'activité. Et le nombre de personnes que je connais qui ont 1000, 1200 followers avec des communautés engagées et qui ne gagnent rien parce qu'en fait, ils ont construit une communauté, mais il n'y a rien à vendre, donc on ne vend rien à cette communauté. Et alors après, on se dit que c'est compliqué. Mais non, c'est juste que si on propose rien à ces personnes, mais forcément, elles vont rien acheter. Donc voilà, donc c'est vraiment le plus important, c'est d'abord savoir à qui on s'adresse, le positionnement, comprendre la problématique de ces personnes, proposer une offre pour résoudre ce problème et après, on communique dessus. Mais pas commencer à passer des heures sur Instagram, à faire des posts et des posts. En plus, sur Instagram, honnêtement, la durée vie des posts, c'est quelques heures, donc ça n'a aucun intérêt. Autant passer du temps sur un podcast, sur un article, ça a une durée de vie un peu plus longue. Même les articles, ça dure 4-5 ans, quoi. Une fois que c'est bien référencé sur Google, ça amène du trafic tout le temps. Mais Instagram, faut surtout pas passer de temps là-dessus, quoi. Donc, je dirais plutôt bien réfléchir aux choix qu'on fait au niveau stratégique. Et voilà. Et après, souvent, moi, j'ai des personnes qui me disent, là, ça fait une semaine, j'ai pas eu le temps de poster parce que je suis occupée avec mes clients. Et je dis, mais c'est bien. Si tu as des clients, travaille avec tes clients. Et quand tu n'auras plus de clients, tu recommuniqueras pour avoir des nouveaux clients. Mais focus d'abord sur le business. Et voilà. Instagram, c'est pas le business. C'est juste communiquer sur son activité. Mais à partir du moment où le business tourne… Ah, génial, je trouve que c'est tellement sain. Ok, alors, dernière question, ben, pour terminer, c'est simplement quel conseil ou quel message est-ce que tu aimerais laisser si voilà, si tu as complètement le choix, en pensant aux femmes qui nous écoutent et qui sont à leur compte ou qui envisagent de le devenir, quel est le dernier message que tu voudrais qu'elles retiennent? Alors, suivre son intuition, ça clairement, ça c'est ce que je fais tout le temps. C'est en Alors, plus… comment tu suis ton intuition? Du coup, là, je suis obligée de faire un petit gap parce qu'en plus, il y avait une question là-dessus que du coup, je t'avais pas encore posée. Comment tu fais? Parce que ça, beaucoup de femmes ne savent pas, se disent, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est mon intuition et qu'est-ce qui est la voix de mon ego, de ma bonne élève internalisée. Mais je pense qu'on le sent quand on se dit j'ai pas envie. Tu vois, moi, Mm. j'avais ça quand j'étais freelance. Parfois, j'avais des personnes qui me contactaient et j'avais pas envie de bosser avec elles pour plein de raisons. Hein. C'était pas personnellement contre elles, c'était juste parfois que le business me parlait pas ou je me sentais pas à l'aise avec ça. Et donc, forcément, comme on a peur, ben, on accepte quand même la collaboration. Et on se dit, ah, ça va pas. Et moi, c'est toujours des moments où c'est parti complètement, enfin, pas complètement en live, mais c'était dur, quoi. Quand je vais m'y mettre, créer leur poste, j'étais là, oh, j'ai pas envie. Enfin, voilà. Donc, du coup, on fait moins bien son boulot, donc on est moins fiers. Enfin, voilà. Donc, tandis que les trucs, on se dit, ah, c'est trop chouette, c'est exactement ce que j'ai envie de faire, mais c'est hyper simple et c'est beaucoup plus chouette et la communication est beaucoup plus facile. Donc, voilà, c'est vraiment suivre son intuition, même par rapport aux choix qu'on veut faire. Quand on se dit ça me parle pas, je pense qu'il faut pas aller. Tu sais, moi j'ai eu des demandes parfois de collaboration, on m'avait proposé d'être associé ou quoi. Je le sentais pas, j'étais là non, même si c'est beau sur papier, non, et on y va pas. Et tu vois un bon exemple d'intuition. Il y a un an, presque jour pour jour, j'étais à San Diego à un super séminaire et je prenais la décision d'arrêter mon activité de freelance. Qui était ce qui me faisait vivre. Je gagnais déjà de l'argent avec tout le business en ligne, mais pas autant. Et je me suis dit, OK, j'arrête tous les clients. Quand je rentre à Bruxelles, j'annonce à tous mes clients que le 31 décembre 2019, je ne travaille plus pour eux et je mets focus sur mes produits en ligne. Et c'était pas facile parce que de un, ben, c'était quand même une certaine somme que j'allais refuser tous les mois, il allait falloir la retrouver. Et deux, il fallait dire aux clients que j'arrêtais. Ça me faisait flipper, j'avais peur qu'ils allaient m'en vouloir, alors qu'au final, tout le monde a été très, très cool. Et en fait, ça a été la meilleure idée du monde parce que 3 mois après, on a le La Covid. bonne année pour se lancer vraiment en produit On fou. a le Covid. Du coup, moi, j'avais tout mon temps libre pour réagir très vite. Donc, c'est là que j'ai lancé la formation de Digital Revenu qui s'appelait Prêt à digitaliser dans sa première édition, qui a cartonné parce que c'était vraiment le moment où il y a eu une angoisse au niveau des indépendants en mode il faut savoir utiliser le web. Donc, j'ai lancé ce truc. Si je m'occupais des réseaux sociaux de mes clients, j'aurais pas eu le temps de le faire.
Et surtout, je pense que mes clients m'auraient dit on arrête de collaborer parce qu'on n'a plus de quoi te payer. Donc vraiment, suivre son intuition et je le sentais. Et tu sais que j'ai même des clients qui me disaient mais allez, honnêtement, tu garderais pas juste une personne comme ça, tu as cette sécurité. J'étais là, non, mon père, méga flippé. Enfin voilà. Du coup, maintenant, j'envoie mes résultats. Je sais que ça a été cette année ma meilleure année en tant qu'indépendante, mais Waouh. bien, bien. Et là, on est le 9 octobre et avec ce qui est prévu, on va vraiment être. Je pense que je vais faire normalement x2 par rapport à l'année précédente. Donc, c'est assez fou. Donc, juste s'écouter et voilà quoi. On a quand Oui, même le droit de s'amuser un ouais. petit peu. Intuition égale envie chez toi. C'est vraiment ça. C'est l'envie, c'est ça qui est le messager en fait. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bah, en fait, c'est limite très puéril en final. Hein. C'est très gamin de 2 ans. Oui, Non, je veux pas faire ça. Oui, exactement. Parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas été conditionné à se dire justement, on ne peut pas faire ce qu'on a envie tout le temps. exactement. On ne peut pas tout avoir. Ça aussi, je l'entends souvent. On me dit, non, mais c'est pas possible. Tu peux pas avoir un truc que tu aimes bien et bien gagner ta vie. Ben Oui, si. Tu peux pas. C'est pas possible de faire autant de chiffres en travaillant de chez soi sans avoir. Tu sais, les gens ont encore l'idée de la vraie entreprise où tu as un bâtiment avec le logo en grand. Enfin voilà, le monde a changé et le monde là, il est radicalement en train de changer. Donc tout va changer au niveau du travail. Voilà, je pense que s'il y a un peu de positif à retenir de tout ça, c'est que je pense que oui, la vision du travail va changer. Là, le télétravail s'est implémenté, il va certainement rester. C'est une excellente chose que les gens puissent rester quelques jours par semaine à la maison pour éviter les trajets et tout. Donc voilà, je crois qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de changer. Et voilà, et c'est ça aussi que j'ai envie de faire, c'est de montrer que c'est possible et que ouais, le travail, c'est pas aller s'ennuyer du lundi au vendredi de 9h à 17h et attendre que ce soit la retraite pour vivre, quoi. Parce que c'est un peu triste, quoi. Tu vois, je sais pas. génial. Eh ben, écoute, avec ça, je pense que c'est une magnifique conclusion, et un beau message vraiment d'énergie, quoi, positive. Mais c'est vraiment ce que tu transmets. Euh, voilà. Il y a autre chose que tu as besoin de dire pour qu'on ait bien terminé, ou est-ce qu'on a tout dit? Je crois qu'on a dit pas mal de choses. J'ai envie de dire, c'est pas si compliqué. Mais ça, c'est ce que je dis Ouais. souvent. Mais il y a moyen, franchement. Si moi, je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Alors, c'est vrai que j'avais de l'expérience dans le web avant. C'était un truc qui m'amusait quand j'étais ado. Mais franchement, c'est possible. Et quand je vois là les résultats de personnes avec qui je travaille, tout le monde peut le faire, quoi. Génial. Eh bien, si vous voulez découvrir le travail de Valentine, je vous invite vraiment à aller voir jevidemapassion.com, et puis évidemment ses réseaux. Donc, tu es surtout actif sur Instagram, hein, c'est vraiment ton réseau de prédilection. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment là. Ouais, ok. Eh bien, merci beaucoup Valentine pour tous ces messages et cette inspiration et cette énergie que tu nous transmets. Et puis, je te souhaite vraiment plein de succès encore pour la fin de cette année et puis pour la suite. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment Avec plaisir. super chouette de parler de tous ces sujets. Et ben, toi, c'est pareillement, beaucoup de succès pour Ouais. cette fin d'année 2020. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Passez une bonne journée. Merci, salut.